Ah, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur le direct Hors du temps en compagnie de nos auteurs, Lisa Giraud-Taylor, Inès Abdesselam, alias Inessella, Charlie Clé, Jean-Benjamin Jouteur et François Corr, qui se présenteront et parleront de leur ouvrage dans quelques instants. Je suis Ninon et avec Grégoire, nous allons animer ce direct de 45 minutes. Cette rencontre est diffusée en direct sur Facebook. Alors, chers visiteurs, merci de nous rejoindre et de nous consacrer un peu de temps. Vous nous voyez, mais vous ne nous entendez pas et vous pouvez participer en posant des questions dans la barre de dialogue. Donc, il vous suffit de cliquer sur Converser et vous pouvez taper vos questions. N'hésitez pas à le faire. Grégoire les relèvera et les posera ensuite aux auteurs. Les liens vers leurs livres et leurs réseaux sociaux seront également diffusés dans cette barre de dialogue et au moment où ils se présenteront individuellement. Voilà. Et vous retrouverez leurs ouvrages sur la librairie en ligne sur le site idl-lyon.fr. Vous aurez également la possibilité de répondre à un quiz pour gagner un de leurs ouvrages et ils donneront les réponses aux questions qui sont posées dans le quiz au cours de cette rencontre. Voilà. Alors à présent, je laisse la parole aux auteurs et je vous invite à vous présenter à tour de rôle. On peut peut-être commencer par Inès. Oui, ok. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Inès, alias Inessella, comme tu l'as dit. Je suis auteure et musicienne, violoncelliste, auteur, compositeur, interprète. Et en tant qu'auteur, aujourd'hui, je vous présente Lucidity, qui est un roman historique et aussi à concept, parce qu'il est composé de 3 histoires à 3 époques et dans 3 endroits différents. Et le jeu pour le lecteur, c'est de trouver des points communs entre ces histoires et ensuite de se forger en fait son propre message de ce qu'il veut retirer en fait de l'expérience de lecture du livre. Et moi, pour guider un peu les lecteurs, je donne un point commun, c'est en fait que dans toutes les histoires, il y a 2 personnages qui vont se rencontrer à un moment où ils construisent un peu leur parcours. Donc, c'est des parcours artistiques, mais aussi des parcours plus contemporains, des gens qui vont s'exprimer sur Internet, qui vont être militants, tout ça, qui vont essayer d'influencer un public. Donc, 2 personnages qui sont dans des milieux différents, qui se construisent ensemble, et il y a un moment donné, il y a une disparition. Et il y en a un qui va devoir partir pour avancer et l'autre qui va devoir se reconstruire après cette disparition. Et le jeu, c'est de trouver qui est en fait le protagoniste, celui qui part ou celui qui doit se reconstruire derrière. Donc voilà. Et après, on en reparlera plus tard. Merci. Lisa, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, bonjour, avec plaisir. Bonjour à tous d'abord. Je m'appelle Lisa Giraud-Taylor. En fait, je suis ici en tant qu'auteur, mais je suis aussi animatrice de radio. Je fais des podcasts littéraires, cinématographiques et musicaux. Et aussi, j'anime une chaîne sur YouTube qui est plus livresque, enfin booktube comme on dit. Un sens fait des livres, mais en tant qu'auteur, je suis un auteur de 11 ouvrages, une monographie, une biographie sur un poète et dramaturge bordelais, un recueil de nouvelles humoristiques sur une famille un peu déjantée, mais surtout auteur de 6 romans qui sont 6 très différents parce que je ne me cantonne jamais au même thème.
ni à la même façon d'écrire. Il y a un qui est d'anticipation, qui va ressortir prochainement, mais qui était très aimé, notamment le personnage masculin. Vous allez voir, c'est un problème avec mes lecteurs, ils ont un souci avec mes personnages masculins. Et un triptyque qui est plus axé sur le devoir de mémoire et sur la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle Karenina, le premier exemplaire, le deuxième Anne Brera et le troisième La chute de Yann, dont le personnage, on va dire, barrière ou liaison s'appelle Karl, puisque c'est le frère de Yann. Voilà, donc en fait, c'est plus dans ce style-là, et je peux écrire... j'ai écrit une comédie romantique britannique complètement loufoque. Donc voilà, je suis très diverse et éclectique, autant dans mes goûts musicaux ciné que dans mon écriture et dans mes goûts de lectrice. Merci beaucoup. Est-ce que Charlie, tu veux prendre la suite ? Bah oui, bien sûr, avec plaisir, merci. Déjà, bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis là également en tant qu'auteur. J'ai fait un tout petit peu de théâtre et de conte, mais j'ai manqué de temps pour pouvoir mettre en place tous les projets que je voulais, donc j'ai préféré me consacrer plutôt à l'écriture. Et donc là, aujourd'hui, je suis là plus dans le cadre de La Route hors du monde, c'est à l'envers, mais c'est pas grave, qui est une trilogie dont le troisième tome devait sortir là normalement pour le salon, et avec le confinement ça a pris du retard, et ce sera pour plus tard, c'est pas grave. Et donc c'est une trilogie fantastique qui commence par une énigme avec plein de chiffres qu'un adolescent a dans la tête, il ne sait pas ce que ça veut dire, et avec ses amis, ils vont essayer de comprendre à quoi correspondent ces chiffres et où est-ce que ça les mène, et donc de fil en aiguille, ils vont essayer de comprendre tout ça avec de nouveaux indices, de nouveaux personnages qui arrivent, voilà. Merci beaucoup. Jean-Benjamin, est-ce que tu veux continuer ? Eh bien, écoute, je vais reprendre. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents devant vos écrans. Donc, je suis JB, Jean-Benjamin Jouteur. Je suis comédien de prévention, prof de théâtre et psychothérapeute, et auteur aussi à mes heures perdues. Alors, je ne vais pas parler de tous mes bouquins parce que ça serait un tout petit peu long. Je vais seulement vous présenter mon dernier bébé qui va paraître comme par magie derrière moi, voilà, qui vient de sortir. J'ai même pas encore d'exemplaire papier, qui devrait arriver d'ici quelques jours. Ça s'appelle Errance d'un pantouflard. Hop, le pantouflard, c'est moi, puisque c'est une autobiographie romancée, histoire que personne ne sache ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, j'ai fait. Merci. Il reste François, on t'écoute. Voilà. Bonjour, je m'appelle François Cor, je suis auteur et éditeur de jeux de société depuis 20 ans, voilà, pour tous les âges, donc Caractère, bonjour Robert, bonjour Simone, pas mal. Et j'ai fait une petite crise à l'âge de 41, 42 ans, une crise du milieu de la vie, et pour qu'elle se passe au mieux, je suis parti à Compostelle, donc j'ai marché 2000 km, donc je sais pas, à peu près un peu plus de 2 millions de pas. Et m'est venue l'envie d'écrire à ce moment-là. Et donc, toutes les 3 heures, il fallait que je m'arrête pour noter ce que j'avais écrit. Et je suis revenu avec l'envie d'écrire un livre qui finalement est sorti sous forme de trilogie après 8 ans d'écriture. Et ça s'appelle Les Miroirs de Compostelle. Le premier, Enfin seul. Deuxième, Canicule et Petit Rien. Et le troisième, Un amour à la fin. Très bien. Alors après vos présentations, peut-être Grégoire, est-ce qu'il y a déjà des premières questions ? Pas de questions a priori. D'accord. Ah si. Juste à l'instant. Donc à tous les auteurs, d'où viennent vos inspirations donc ? Alors, qui veut répondre ? Vous avez le droit de lever la main, sinon j'interroge au hasard. Allez Charlie, tu veux te lancer ? Écoute, il faut bien un premier ou une première, donc allons-y. Alors moi, sur les tout premiers livres que j'ai écrits, en fait, c'était quand j'étais en CM2, et on jouait avec des amis, on s'inventait des histoires et on a eu envie de les écrire au départ. C'est parti de ça. On a écrit 2 pages qu'on a laissé rapidement tomber. Je ne sais plus pourquoi on a eu cette idée-là. Et ensuite, ma sœur s'est elle-même mise à écrire un peu plus tard, et c'est ça qui m'a donné envie de reprendre.
Et à partir de là, j'ai repris déjà les histoires qu'on avait imaginées avec mes amis. Et ensuite, j'ai beaucoup été inspirée par des rêves en fait que je faisais quand je dors. Je rêve, des fois je m'en rappelle, des fois c'est intéressant, des fois pas. Et quand je trouve que c'est intéressant, je le note, je laisse de côté. Et puis, quelques temps plus tard, je relis tout ça et j'essaye de faire des liens. Donc, jusqu'à présent, c'était plutôt de cette façon-là. Maintenant, je travaille différemment, mais on a un temps de parole restreint, donc je vais laisser la parole. Maintenant, je pars plutôt voilà, de quelque chose dont j'ai envie de parler, que je vais essayer de développer. C'est plus du tout la même façon de faire. Merci. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Lisa, vas-y. Ah, pardon. Vas-y. En fait, moi, j'ai toujours plus ou moins écrit dans le sens que j'ai une de mes maîtresses de CE2 qui m'a redonné des poèmes que j'avais fait à l'époque et des petites histoires. Donc, visiblement, ça me titillait déjà. Mais mon inspiration, en fait, je pourrais même pas l'expliquer parce que mes romans me viennent automatiquement. C'est-à-dire que j'ai pas une idée préconçue de savoir ce dont je vais parler. C'est généralement le titre arrive en premier. Et un ou deux personnages, et je brode après dans ma tête. C'est-à-dire que très souvent, j'écris un livre dans ma tête et j'en ai un autre à la rédaction sur le papier. C'est toujours, voilà, je suis toujours en balance entre deux. Mais après, oui, au cours de l'écriture, il y a toujours des idées, des idéaux, des choses qu'on a envie de faire passer, ou par exemple pour le triptyque, que ce soit un des trois, que ce soit par exemple Anne Brera ou La Chute de Yann, c'était vraiment, par exemple, La Chute de Yann, c'était vraiment de revenir à la montée du nazisme. Donc c'était quelque chose que j'avais envie de remettre sur la table et de développer par rapport à une famille lambda. Mais je ne peux pas dire que j'ai... Voilà, comme Charlie, je rêve pas de mes romans. J'ai jamais eu un truc qui m'a fait un déclencheur. C'est juste qu'un jour, le titre arrive, les personnages s'imposent. Et en fait, ils me disent, bon, maintenant, tu t'y attelles parce qu'on ne va pas attendre 10 jours. Mais voilà, comme je fonctionne et je fonctionne ça. Très bien. Et quelqu'un d'autre avait levé la main. Inès, je crois, tu voulais... Vas-y. Moi aussi, comme Charlie, ça évolue au cours du temps, mais pour Lucidity, moi, c'est pendant mon adolescence et moi jusqu'à aller 25 ans. J'ai un peu vécu par procuration. Je fonctionnais par obsession, en fait. J'ai eu une obsession pour la danse classique. Je regardais énormément de documentaires sur l'Opéra de Paris, aussi sur le théâtre Mariinsky en Russie. Après, il y a eu le rock progressif des années 70 où j'ai écouté tous les groupes, j'ai regardé les documentaires, j'ai lu la biographie de Genesis. Et du coup, de ça, par exemple, est née la première histoire où c'est un chanteur un chanteur dans un groupe de rock psychédélique qui rencontre une danseuse classique. Du coup, ça fait une romance. Et voilà, j'ai pu combiner deux milieux que j'adorais et puis en faire une histoire. Merci beaucoup. Je crois qu'on a plein de questions, alors on va peut-être en poser. Question. Vas-y. Alors, François, est-ce que ton roman est un roman historique? Pardon? Est-ce que ton roman est un roman historique? Historique. Non, le chemin de Compostelle est historique, puisqu'il a démarré, les premiers pèlerins, c'était au 9e siècle. Il y a eu des vagues dans l'histoire, avec énormément de pèlerins au 12e et 13e siècle, et puis une décroissance. Et là, depuis les années 1980, ça ne cesse d'augmenter. Et donc, bon, là, ça s'est stoppé brutalement, mais il y a de plus en plus de monde. Alors, historique, oui, dans le sens où c'est toute une histoire qu'il y a derrière ce chemin, mais le chemin est actuel et les personnages qu'on y rencontre sont très, très actuels et très croustillants. Alors, il y a une nouvelle question qui vient du live en direct sur Facebook. Aimeriez-vous, donc la question s'adresse à tout le monde, aimeriez-vous faire traduire vos ouvrages? Alors, Jean-Benjamin, on t'a pas entendu. Faire traduire mes ouvrages? Oh, oui, ça serait intéressant, oui, évidemment, oui. Je sais que mes bouquins sont lus en Afrique et au Canada, qui sont des pays francophones, mais pouvoir toucher une population qui parle une langue différente, ça serait hyper intéressant. Oui. Est-ce que d'autres y ont déjà pensé? Oui. Oui. Bah justement, oui. Parce qu'en fait, comme très souvent, il y a des histoires.
Par exemple, ça serait intéressant de faire lire, que ce soit Nbrera ou La chute de Yann, aux personnes qui sont du pays dont je parle, c'est-à-dire que ce soit l'Allemagne pour La chute de Yann ou Israël pour Nbrera. Effectivement. Inès, oui. Oui, moi, comme mes 3 histoires, enfin, les 2 premières histoires se passent donc à Londres, la première et la deuxième à Vienne. Et bon, j'aurais adoré pouvoir écrire en anglais la première et en allemand la deuxième. Bon, j'ai fait un petit effort, j'ai cherché des titres dans la langue originale. Bon. Mais c'est vrai que pour être encore plus en immersion, il faudrait être en VO. Ouais. François, vas-y. Attends, tu peux juste... Ouais. On t'entend pas. Le micro n'est pas activé. Oui, si tu peux mettre ton micro peut-être. Voilà, vas-y. Donc, dans les miroirs de Compostelle, il y a plusieurs passages en espagnol qui sont retraduits, et puis d'autres un peu dans d'autres langues qu'on entend sur le chemin, donc en anglais, en coréen, etc. Les accents, j'ai essayé de retrouver aussi les accents des régions traversées en France qui sont très différents et de les retranscrire par écrit. Du coup, Charlie, si jamais tu veux répondre à cette question inspirante. Oui, enfin, c'est sûr que dans l'idée, ce serait super, mais moi, il y a aussi la curiosité de voir qu'est-ce que ça donnerait effectivement dans une autre langue, en termes de style, enfin, notamment en anglais, parce que c'est une langue que je peux lire, mais de se dire comment est-ce que ce serait traduit pour certains mots, pour certaines expressions, de voir ce que ça donnerait autrement. Très bien, merci. Alors du coup, Grégoire, je te laisse poser On a une nouvelle question qui vient d'arriver à l'instant. Donc toujours, elle s'adresse à vous tous. Faites-vous beaucoup de recherches lors de la préparation de vos écrits? Alors, qui se lance pour parler des recherches? Lisa, je te sens motivée. Motivée, je sais pas, en tous les cas, la question, elle me plaît. Ça dépend. Je pense que tout le monde va dire pareil, mais ça dépend du genre de roman qu'on écrit. Par exemple, Liverpool Connection, j'ai pas eu beaucoup à faire de recherche parce que comme on suit un groupe de Marseille à la Dordogne par les routes, par des petites routes qui passent, par exemple par Saint-Guilhem-le-Désert, Rodez, etc. C'est une route que je connais. Donc en gros, j'ai pas eu beaucoup de recherches à faire. Pareil pour le triptyque, je connais très bien la Seconde Guerre mondiale et très bien le Troisième Reich. Donc c'est tout ce que j'avais emmagasiné en moi depuis mes 12-13 ans. Donc, je n'avais pas vraiment fait de recherche. Par contre, on peut faire des recherches au point de vue... moi, je fais beaucoup de recherches au point de vue sonore. Parce que j'écris en musique et j'aime beaucoup faire une bande-son pour mes romans, qui accompagnent les romans, qui ne sont pas composés que pour le roman, hein, même si, sauf si Inès veut en faire une pour moi. Mais en tous les cas, je prends des colles soit au personnage, soit un moment du roman, soit un état d'esprit, soit ce que je voudrais que le lecteur écoute au moment où il lise. C'est un peu bizarre. Mais au niveau des recherches, jusqu'à présent, les plus grosses recherches ont été pour les biographies et films, mais ça, c'est des recherches historiques de rats de bibliothèques et d'archives et de Nia Poussière. Merci. Est-ce que d'autres font des recherches particulières quand ils écrivent? Je sais que Inès, par exemple, tu t'inspires quand même de personnages qui ont existé, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Donc, du coup, est-ce que tu fais... Vas-y. Oui, la première histoire, le chanteur s'appelle Gabriel et c'est un avatar de Peter Gabriel. Ça s'inspire énormément de sa vie. Alors pour ce premier roman, je suis partie sur des univers que je connais très bien, donc je ne me suis pas trop aventurée. Mais c'est vrai que je n'ai pas connu personnellement, hein. C'est encore une fois par procuration. Et la danse classique aussi, j'en ai fait un petit peu, mais j'étais vraiment pas douée. Mais encore une fois, c'était vraiment pour mon plaisir personnel pour moi, c'était pas des recherches parce que tout ce que j'ai regardé, vu, c'était pas effectivement pour faire ce roman. Du coup, c'était un peu inverse. C'était tout ce que j'ai fait pour mon plaisir personnel, comment garder une trace, et c'est devenu ce roman en fait. Très bien. D'autres parmi vous font des recherches, ou alors on peut passer à une autre question s'il y en a une peut-être? Il y en a une, oui.
Alors, vas-y. Avez-vous des rituels d'écriture? Alors, on va donner la parole peut-être à François, si tu veux. Euh, J'aime bien écrire le matin et j'allais beaucoup dans les cafés en fait pour écrire. Donc j'essaie de changer d'ambiance. Surtout les 3 premières années, ça a mis 8 ans en fait pour écrire, mais les 3 premières années, j'allais beaucoup dans les cafés et je me suis rendu compte que j'écrivais moins mal dans les cafés avec où il y avait un peu de, tout n'était pas parfait, il y avait des odeurs, un petit courant d'air. Les fois où je suis allé dans un café tout propre, tout bien rangé, c'était assez minable. D'accord. Charlie, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Des rituels, oui, plus ou moins. Enfin, moi, déjà, pour l'inspiration, je m'inspire beaucoup en marchant, en voyageant. Donc, déjà, si je peux aller faire, par exemple, une marche le matin et me mettre à l'écriture en rentrant, pour moi, il n'y a rien de plus efficace. Et puis, j'écris en musique également, comme Lisa. Donc, avec la petite playlist. Et sinon, vraiment, en termes de rituel, je me mets devant mon ordinateur, je relis ce que j'ai écrit juste avant de m'arrêter la fois précédente, et puis ça enchaîne, quoi. Donc, ouais, pour se remettre dedans, et après, ça repart. Très bien. Et toi, Jean-Benjamin, du coup? Je dirais que mon seul rituel, c'est l'envie, en fait. J'écris quand j'en ai envie. Je ne me force pas à écrire. Donc, il faut que j'ai envie aussi de me relire entièrement pour continuer l'histoire. C'est-à-dire que lorsque j'en suis à la fin du bouquin, j'ai obligé de me taper tout le bouquin. Donc, j'ai envie de me taper tout le livre pour réécrire. Mais moi, je tourne vraiment l'envie et je peux écrire n'importe où, en fait. J'aime bien mettre mon ordi sur mes genoux, être dans un fauteuil ou ailleurs, et puis écrire comme ça. Même s'il y a du bruit autour de moi, je ne l'entends pas. Très bien. Je crois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, donc Oui. on va laisser Grégoire. Ouais. Une question pour François. Donc, as-tu retravaillé tes notes prises en chemin lors de l'écriture finale? Alors, énormément. J'ai l'impression d'avoir fait que ça finalement. Donc, j'ai pris des notes tous les jours et en les reprenant après, 90% de ce que j'avais écrit, j'ai trouvé ça absolument ridicule. Et donc, j'ai repris, j'ai essayé de me remettre dans l'ambiance du chemin, de croquer les personnages avec leurs petits travers. Et voilà, et c'est ce travail-là, et ce travail d'écriture et de réécriture et de relecture incessant qui a fait que j'ai mis 8 ans. Mais ouais, j'avais besoin que chaque phrase ait la bonne sonorité. Et voilà, c'était un peu ça le travail. Et les notes de départ, c'était un point d'appui, on va dire. Très bien. Du coup, est-ce que tu as d'autres questions, Grégoire? Oui, sur un tout autre registre d'ailleurs. Hop, je retrouve le fil ici. Je suis auteur indépendant comme vous. Avez-vous des dates et des lieux où il est encore possible de s'inscrire, où on pourrait se rencontrer? Bon, c'est un de Là, je crois que collègues écrivains indépendants qui cherchent à vous rencontrer, probablement pour discuter de l'écriture indépendante. je crois que ça sera possible plus tard, soit sur l'autre salle ou alors en individuel sur les réseaux sociaux avec nos auteurs. Est-ce qu'il y a peut-être plus des questions centrées sur les romans? Une dernière là, ici. Toujours pour François. Est-ce que la trilogie est en partie autobiographique? Oui, elle est tout à fait autobiographique. Donc, je ne décris pas seulement les travers des gens que je rencontre, mais aussi les miens. Et donc, tout ce que j'ai écrit, donc c'est un récit, et tout ce que j'ai écrit est vrai dans mon souvenir. Comme ça fait quelques années, on m'a dit, mais non, c'était pas du tout comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je m'étais représenté les choses. Voilà. Il faut savoir, au fil des pas, donc des nombres pas, il se passe plein de choses. Et puis, je voulais parler de ce pas aussi, si vous permettez, qui est, à chaque fois, il y a 3 phases dans un pas. Il y a la première, c'est la décision, donc on y va. La deuxième, c'est la liberté. Quand le pied est en l'air, on a le choix, on peut le poser à gauche, à droite, devant, on peut faire ce qu'on veut, quoi. On est vraiment dans une phase complète de liberté. Et puis la troisième, c'est le pas est accompli, on ne peut plus revenir en arrière, quoi.
Et c'est un peu ça qui se passe dans toute entreprise, qui se passe aussi dans la décision d'écrire un livre, finalement. Et voilà, j'ai retrouvé un peu cette dimension et je trouve que c'est là où se place l'être humain, c'est dans la liberté. Qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Donc sur le chemin de Compostelle, c'est assez facile parce qu'on va d'avant en arrière et on est là au milieu de cet avant et de l'arrière, on est vraiment libre. Il y a une dimension qui est assez évidente de haut en bas, puisque Compostelle, ça veut dire chemin d'étoiles, champ d'étoiles, pardon, champ d'étoiles. Et donc il y a tout ce qui se passe là-haut, on marche sous la voûte terrestre, et puis en même temps, on est focalisé sur ses pieds. Le plus important, c'est les ampoules. Finalement, on s'en fiche de ce qu'il y a là-haut, mais le plus important, c'est de pouvoir marcher sans ampoules. Et puis, une dimension, je dirais, de gauche à droite, et là, c'est plus dans le livre, dans l'écriture, avec à la fois un côté où il faut avoir de la fantaisie et puis de l'imagination, mais on ne peut pas se laisser emporter par ça, sinon on perd le lecteur. Et donc, il faut aussi, d'un autre côté, trouver la forme, la structure, et il ne faut pas se laisser trop emporter non plus par cette forme et cette structure. Voilà, enfin, et cette liberté, je trouve, elle est de l'être humain, elle est là entre ces trois axes. Merci. Est-ce qu'il y en a des questions pour nos alors, il y a deux nouvelles questions qui se rejoignent. La première, quelles sont vos astuces, pour tout le monde, pour faire une bonne promotion sur vos ouvrages? Et la deuxième, lorsque vous avez des commentaires des lecteurs, comment vivez-vous les critiques? Alors, qui se lance? Jean-Benjamin, je te vois faire les gros yeux. Des astuces, non, pas vraiment. Je crois qu'on a tous la même. On essaye les réseaux sociaux, on essaye les séances dédicaces, on essaye à peu près tout. Donc, si mes collègues ici présents ont des astuces, je suis moi aussi preneur. Hein, on fait tout ce qu'on peut. La deuxième question, c'était quoi? C'était... Et la deuxième question, comment vivez-vous les critiques de la part de vos lecteurs? Je les vis très bien parce qu'en général, elles sont positives. Peut-être que les gens qui sont mécontents ne font pas de retour. Non, en général, elles sont bonnes. Ce que je préfère encore, c'est quand les gens réellement me contactent pour me parler des bouquins qu'ils ont lus, de mes bouquins. Et ce que j'aime, c'est faire les salons, refaire les mêmes salons au fil des ans, parce que je trouve des lecteurs qui ont acheté un premier tome, qui achètent le second tome et qui me parlent du premier, et ça c'est intéressant. J'ai même parfois j'ai eu des gens qui me pressaient par courrier pour écrire le troisième tome, un tome suivant, et qui même me donnaient des idées, me proposaient des idées pour continuer l'écriture. Ça c'est drôle. Alors sinon, Inès, est-ce que tu veux rebondir sur... Justement, il y a une question pour Inès qui vient de tomber à l'instant. Pourquoi le titre Lucidity? Alors, pourquoi ce titre? Je trouvais que, en fait, en essayant de trouver un titre, hein, tout simplement, je trouvais que c'était une invitation en fait, à regarder avec lucidité différents destins. Du coup, comme le jeu, c'est de trouver des points communs, de trouver un message derrière ces histoires. Je trouve que oui, c'est une invitation à regarder ses destins et aussi à aussi en trouver des échos avec sa propre vie en fait. Comme c'est des histoires où on est au début d'une carrière artistique, on est au début, des gens se révèlent, ont envie de partager des choses avec les gens, d'influencer un peu les mentalités, de les faire changer. Et de savoir qu'est-ce qui les a mis dans cette voie-là et du coup c'est prendre un recul sur son destin avec lucidité. Merci. Alors maintenant on a une question pour Charlie. Quand sort le tome 3 de La route hors du monde? Première question. Deuxième question, il y a 3 questions en tout. Non, 2. La première, donc voilà, quand sort le tome 3? Deuxième question, le premier tome part d'une liste de chiffres, le deuxième d'un poème, le troisième part-il d'une énigme de ce type? Alors, donc le troisième tome, j'espère, devrait pouvoir sortir en juin, là, ou au plus tard juillet. Il manque juste une touche finale à la couverture, en fait, que j'attends. Donc après, ce sera tout bon.
Et donc oui, effectivement, ça part au départ d'une liste de chiffres qui amène tout le groupe, qui amène le groupe à se séparer. Il y en a une partie qui reste sur place, une partie qui part vers l'ouest, qui prend son petit camping-car et qui suit une route parce qu'ils sont guidés par un poème. Et bon, oui, du coup, d'ailleurs, je m'excuse auprès des lecteurs. C'est vrai qu'à la fin du tome 2, les personnages sont laissés dans une situation un peu délicate et je comprends qu'on attende la suite, du coup. Et, et donc, le tome 3, on ne peut pas vraiment parler d'une énigme comme les deux précédentes, mais disons qu'il y aura un nouveau type de guide qui va amener les personnages à poursuivre leur route, en fait. Donc, je n'en dis pas plus pour l'instant, mais ce ne sera pas une énigme à résoudre comme il y a pu avoir jusqu'à présent. Non, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Alors, il y a une question qui vient de tomber pour Jean-Benjamin. As-tu envie d'utiliser certaines des idées proposées par certains de tes lecteurs? Je les écoute en tout cas. Je les écoute, j'écoute ce qu'ils me disent. Parfois d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce que je comptais faire. Je ne le sais pas parce qu'en fait, je ne prévois jamais à l'avance ce que j'écris. C'est-à-dire que ce sont souvent mes personnages qui me racontent les histoires et moi, je me contente de traduire en mots et en lettres ce qu'ils me racontent dans la tête et dans le cœur. Donc, si ça rejoint ce que me proposent mes lecteurs, tant mieux, mais ils ne toucheront pas de droit d'auteur. Si ça ne rejoint pas, bah, tant pis, ça les surprend. D'ailleurs, pendant que tu as la parole, Jean-Benjamin, il me semble que tes deux polars se déroulent dans la même ville, non? Oui, il se déroule à Feurs. J'ai joué la carte de la proximité parce que c'est plus facile pour moi. Ça se passe à Feurs parce que je vis à Feurs. Donc, j'ai pas mal de lecteurs sur Feurs. Et puis, ça m'a amusé de me balader comme ça dans la région, de placer mes petites enquêtes dans la ville de Feurs. Oui. Très bien. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu Lisa. Alors, je ne sais pas si elle a des questions. On a des questions pour elle. Des questions pour Lisa, j'en ai pas vu passer, a priori. Peut-être que... les questions concernent surtout, effectivement, c'est François. Avant de revenir à François, on peut peut-être on peut peut-être demander à Lisa tout à l'heure par rapport à la promotion et aux critiques qu'on a posées tout à l'heure. Comment tu fais, comment tu réagis? Là, par exemple, il y a une question qui vient de tomber sur les difficultés à être accepté dans les salons en tant qu'indépendant. Donc, elle concerne un peu tout le monde, je pense. Lisa, est-ce que tu veux te lancer? Enfin, reprendre les questions tout à l'heure. Pour la promotion, je dirais un peu comme JB, c'est-à-dire que quand on est auto-édité, c'est pas facile tout le temps dans le sens où, par exemple, on n'a pas un accès direct aux librairies, sauf si on travaille déjà avec des libraires qu'on les connaît, qui nous suivent depuis quelques livres, parce qu'il y a toujours cette espèce de mauvaise presse de l'auto-édition. On a toujours l'impression que c'est un sous-genre et que c'est quantité négligeable. Donc moi, la promotion, c'est souvent en fait par bouche à oreille, par les gens qui ont déjà lu, qui sont déjà venus en salon, qui m'ont déjà rencontré. Moi, je suis un peu un être hybride aussi, dans le sens où j'ai été éditée et je suis auto-éditée. Donc j'ai des gens qui ont déjà lu mes livres parce qu'ils étaient en librairie. On a perdu la connexion. Alors, en attendant, on peut peut-être repartir sur la question de François. La question précédente, c'est toujours pour François, celle-ci. Les écrits sur Compostelle partent d'un vécu très personnel. Auriez-vous envie d'écrire quelque chose de plus fictif? L'idée m'est pas venue encore. Ça peut venir. Souvent, j'ai une impulsion et ça vient d'un coup ou pas. Voilà, je sais qu'un jour j'ai voulu faire un jeu, je l'ai fait, je l'ai créé, je l'ai édité, ça fait 20 ans que j'en édite. L'idée m'est venue d'écrire un livre, je m'y suis mis, d'en écrire 3 du coup. Je ne sais pas quelle idée ce sera demain. Est-ce que ce sera écrire un autre livre? Est-ce que ce sera créer une association pour développer des gens qui forment à l'eurythmie en France parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, ou en biodynamie, je ne sais pas du tout, ou l'apiculture. Voilà, je ne sais pas du tout quel sera mon prochain projet, si c'est écrire ou non. Je ne sais pas. Très bien. Est-ce qu'on a des questions d'ordre général peut-être? Alors, quelle question je n'ai pas encore posée?
Pourquoi l'auto-édition et non pas l'édition traditionnelle? Allez-y, la parole est à vous. Qui se lance? Inès, tu veux? Oui. Alors, moi, au départ, c'est par défaut, hein, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour être édité. Je pense que tout le monde est un peu dans ce cas-là. Et ensuite, moi, c'était surtout sur la trilogie fantastique. Bon, j'ai le livre là, je peux le montrer. La Caron n'est plus parfait. La trilogie, c'est Chronique du Parfait Monde. Et c'est vrai que c'est un univers assez complexe que je développe depuis 10 ans. Je l'ai envoyé à plein d'éditeurs. Je n'ai jamais eu vraiment de retour, en fait. Du coup, c'est assez décourageant. On ne sait pas trop pourquoi on est refusé, tout ça. Alors que l'auto-édition, c'est beaucoup plus formateur. Déjà, tu as des retours de lecteurs, donc tu peux plus comprendre. Enfin, j'ai compris pourquoi ça pouvait être déroutant, comment parvenir à le réécrire et du coup, à ce que ce soit plus accessible. Donc voilà, donc je regrette pas du tout d'être en auto-édition maintenant. Merci. Jean-Benjamin, tu avais levé la main juste avant. Oui, moi, il y a deux raisons en fait. La première, il y a un mot important à mes yeux, c'est le mot liberté. Et c'est vrai que je n'ai pas envie de respecter une ligne éditoriale, hein. C'est-à-dire avoir quelqu'un qui me dit c'est la mode d'écrire ça, il faut faire plus de ça, ce qui se fait souvent dans les maisons d'édition. Et puis la seconde, c'est deux maisons d'édition m'ont proposé d'éditer mes bouquins, mais j'ai trouvé les contrats qu'ils me proposaient inacceptables. Donc, j'ai préféré devenir mon propre éditeur et travailler dans ce monde-là d'auto-édition plutôt qu'avec des gens qui proposaient des contrats inacceptables, tout simplement. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou on pose... Ah, vas-y, Lisa. Dans l'optique aussi de Jean-Benjamin, c'est-à-dire que effectivement, j'ai choisi la liberté à un moment donné. Parce que même en tant qu'édité avec des maisons d'édition, et j'ai eu de la chance pour les deux premières, la troisième c'était un peu plus compliqué, mais les deux premières, j'ai eu la chance de travailler avec des éditeurs qui me faisaient confiance et qui avaient vraiment la structure d'aider un auteur, d'accompagner l'auteur où qu'il soit. Mais après, je me suis dit que j'écrivais trop vite pour avoir le temps de chercher un éditeur à chaque fois. Et j'avais des lecteurs qui me disaient « Mais quand c'est votre prochain livre ?» Et c'est vrai qu'entre le moment où on est accepté dans une maison, le moment où le livre sort, etc., il y a souvent un laps de temps. Et je me suis retrouvée à un moment donné à avoir 5-6 livres d'avance écrits. Et je me suis dit « Je ne peux pas les laisser dans les tiroirs au risque de me faire lyncher par les lecteurs. » Donc, j'ai choisi l'auto-édition pour être libre de choisir les livres que je sortais au moment où je les sortais et à la date de parution que je voulais. Par exemple, pour le triptyque, je savais que je voulais les sortir à la suite, même si ce n'est pas une trilogie, c'est un triptyque. Donc, ils sont dans la même thématique, mais ils peuvent être lus comme on a envie. Moi, j'ai choisi un ordre parce que ça... Dans ma petite tête, il y a quelque chose, mais le lecteur peut faire ce qu'il veut. Mais j'étais libre de les sortir comme je voulais. C'est-à-dire que peut-être qu'une maison d'édition m'aurait imposé de sortir celui-là en premier, celui-là, et qui n'était pas dans ma ligne de conduite. Donc, c'est vraiment l'indépendance et la liberté comme Jean-Benjamin, en fait. D'accord, merci. On va être obligé de poser une autre question Oui, parce qu'il y en a d'autres. trois questions qui viennent d'arriver en même temps. La première, c'est est-ce que vos livres sont abordables à un public d'adolescents? Et la deuxième, j'ai posé les trois en même temps pour aller plus vite. Donc à tous les auteurs, auriez-vous l'envie, pourquoi pas, d'écrire à quatre mains? Et enfin, lorsque vous écrivez, est-ce que vous vous adressez à vos lecteurs, à vous-même ou à d'autres personnes en particulier? Alors moi, j'aimerais donner la parole à Charlie en premier parce qu'en plus, je pense qu'elle est concernée par la première question. Alors donc pour la première question, donc en ce qui me concerne, oui, c'est abordable par des adolescents. Je dirais, enfin ados à partir de 14-15, oui c'est ça devrait aller. Par rapport à
écrire à 4 mains, en fait, je l'ai déjà fait avec ma sœur, qui écrit également. Donc, on a déjà écrit. Alors, comme Lisa disait, après, il y a toutes les problématiques de parution. Donc, c'est toujours dans les tiroirs, enfin, dans les tiroirs virtuels de l'ordinateur. Mais j'ai déjà écrit deux livres à 4 mains avec ma sœur. Et c'est une façon de travailler qui est très intéressante, vraiment. Je pense qu'on a beaucoup appris toutes les deux. C'est pas si facile, mais c'est très chouette. Et puis, très rapidement, à qui ça s'adresse? J'ai envie de dire que en premier lieu, ça s'adresse à moi, en fait, parce que, alors, comme le disait Jean-Benjamin, ce livre, je vais le relire une fois, 2 fois, 10 fois pour le retravailler jusqu'à ce que tout me convienne. Et du coup, il faut que ça me plaise déjà à moi pour que j'ai envie de le relire suffisamment pour le retravailler. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi un reproche, une critique positive ou pas, qui m'a été faite, c'est que La Route hors du monde, par exemple, elle ne rentre pas dans les cases habituelles des grands registres, des grands genres, voilà. Et ouais, parce que je me suis pas dit, tiens, je vais écrire du fantastique ou tiens, je vais écrire du policier. J'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire, quoi. Donc voilà. Alors, je voudrais juste revenir. Il y a quelqu'un qui a posé une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as le même univers d'avec ta sœur? Alors, du coup, quand on a écrit à 4 mains, en fait, j'avais moi mon univers, elle avait le sien, et on a fait se rencontrer nos personnages qui évoluaient déjà chacun dans leurs univers. Donc là, pour le coup, on a écrit dans un univers commun. Après, pour le reste, aujourd'hui, non, on n'est plus dans les mêmes univers. Mais au moment où on a écrit ensemble, oui, c'était la rencontre de nos deux univers, on va dire. Merci. Est-ce que d'autres auteurs veulent répondre aux questions précédentes sur les 4 mains, Oui, les 4 mains. En fait, je suis d'accord avec Charlie pour justement le fait qu'on écrit aussi pour soi-même, parce que quand on doit relire, et Jean-Benjamin l'a dit, quand on doit relire son livre plusieurs fois, on a intérêt à l'aimer, parce que sinon ça va poser un problème. Après, pour écrire pour quelqu'un en particulier, moi, j'écris jamais pour les lecteurs, parce que comme disait Jean-Benjamin, en fait, les critiques, même si pour l'instant, moi aussi, j'ai eu des critiques positives, mais pareil pour les critiques, si vous n'acceptez pas les critiques négatives, ce n'est pas la peine d'écrire et de publier, parce que vous allez vous en prendre aussi. Donc, si vous avez du mal avec les critiques négatives, de toute façon, à un moment donné, vous ne plairez jamais à tout le monde. Mais en tous les cas, d'écrire, je n'écris pas pour le lecteur. Parce que, par exemple, pour 2 ou 3 romans, il y a des lecteurs qui m'ont demandé de ne pas changer la fin, mais de faire un tome 2. En me disant, oui, mais moi, je voudrais bien que tu développes ça, que vous développiez ça. Non. Et je m'y tiens. Il y a un personnage qui a fait l'unanimité chez mes lectrices, parce que visiblement, c'est le plus beau garçon du monde, hein, selon elle. Enfin, en tous les cas, je ne sais pas. Moi, c'est le genre de garçon que je donnerais pas, que je prêterais pas à qui je prêterais pas ma petite sœur personnellement. Mais bon, visiblement, il plaît. Et tout le monde me presse pour que je fasse un livre que sur lui. Et ça fait 4-5 ans. Et je leur ai dit non, parce que ça ne m'intéresse pas. J'écris, comme dit Charlie, j'écris quand j'ai envie d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, et pas d'avoir une obligation de me dire en ce moment, c'est la mode de ce genre de thématique, il faut écrire ça. Non. Il y a eu des thématiques actuelles qui sont très à la mode, qui ne m'intéressent pas. Je ne vais pas aller me lancer là-dedans, parce que de toute façon, ça ne me plaira pas. Donc voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre voulait répondre? Vas-y François, tu lèves la main, vas-y. Oui, donc les miroirs de Compostelle s'adressent plutôt à, on va dire, 15 ans et plus. Ou alors, je demande peut-être les parents sont priés de lire le livre avant de donner à leurs enfants pour évaluer ce qui les choque, ce qui les choque pas. Voilà, par exemple, mais ça c'est pas très choquant, mais par exemple, il y a une pèlerine qui se promène les seins à l'air et qui attire ensuite dans le refuge tous les pèlerins dans les douches. Voilà. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent être croustillantes. Alors, la deuxième question, c'était… Ah oui, à 4 mains. Ah, ça c'est un projet qui pourrait me motiver effectivement pour me relancer dans l'écriture. 4 mains, effectivement, ça peut être très, 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 très intéressant. Et puis, à qui je m'adresse? Oui, je m'adresse d'abord… Enfin, j'ai relaté mon parcours, donc je m'adresse à moi. C'est vrai que j'ai envie de… Si je me relis, j'ai envie de me relire avec plaisir. Et en même temps, j'essaye de m'adresser à tous les gens qui aiment marcher déjà,
aiment lire et marcher. Moi, j'aime beaucoup Bernard Olivier, qui a fait La route de la soie à pied. Et j'ai eu l'impression de marcher avec lui en lisant ses livres. Et en écrivant, c'est une des seules choses que je me suis dit, j'espère que le lecteur marche avec moi et découvre les personnages et les paysages avec moi et découvre ce qui se passe en même temps, quoi, et qu'il ait l'impression de marcher. C'est un peu les retours que j'en ai aujourd'hui et ça me fait plaisir d'avoir ce retour-là. Merci. D'autres veulent s'exprimer ou on pose peut-être une autre question? Non? Je te voyais, Grégoire. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a une question pour Inès. Alors, donc je cite, « La lecture de votre roman demande un effort au lecteur. N'est-ce pas un obstacle au lecteur pantouflard ?» C'est vrai que moi, j'écris pour faire réfléchir et ça ne plaît pas à tout le monde. Bon. Que répondre? Oui, j'espère que j'arrive à, d'une manière douce et plaisante, à faire réfléchir de manière symbolique sur les choses de la vie. Mais je suis toujours en apprentissage. Hein. Je sais que ça peut être encore assez déroutant, compliqué, mais j'essaye de m'améliorer. Voilà. Est-ce qu'on a encore peut-être une dernière question, une ou deux encore, avant de conclure? Alors, il y en a une, oui, en effet, qui vient d'arriver. Bon, a priori, elle s'adresse à tout le monde. Qu'est-ce qui fait que vous vous asseyez devant votre ordinateur et que vous écrivez? Que recherchez-vous? Allez, Jean-Benjamin, je te donne la parole. Ça dépend sur quel bouquin je travaille. Sur le dernier, par exemple, ça a d'abord été presque un travail d'introspection, c'est-à-dire que je m'écrivais à moi-même. Je disais des choses qui étaient en moi depuis longtemps, que j'avais envie de me dire, en fait, tout simplement. Après, j'ai repris le travail pour le rendre plus appétant pour un lecteur éventuel, pour des lecteurs éventuels. Mais c'est l'envie d'écrire, tout simplement. C'est l'envie de me parler à moi-même parfois et puis de dire des choses que je garde en moi et que j'avais envie de mettre sur papier. Voilà. Quelqu'un d'autre peut répondre à cette question? Vas-y, Lisa. Oui, moi je suis un peu dans cette optique-là, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de transmettre quelque chose et de partager. Et je dois avouer que par exemple, le dernier, The Irish Cottage, c'était vraiment une envie, même si c'est un roman qui n'est pas d'anticipation, mais ça se passe dans un futur proche et que j'espère pas être celui-là. Mais j'avais envie de retransmettre certaines choses et généralement c'est plutôt le partage et la retransmission. Pour le triptyque, c'est ça, c'est-à-dire que ce côté devoir de mémoire, c'est quelque chose qu'on m'a inculqué et que j'avais vraiment envie d'en parler. On parlait d'héritage, de secret de famille dans les précédentes tables rondes. Si vous avez assisté à ça, il fallait y être. Et c'est vrai qu'on a envie de transmettre. Et quand on nous a donné ces clés-là, c'est pareil. On m'a demandé si j'étais les personnages, si j'avais vécu ça dans ma famille. À chaque fois, je dis non. J'ai pas écrit biographie au-dessus. C'est un roman, donc c'est une fiction. Mais il faut que je retransmette quelque chose. On m'a donné des informations, on m'a donné la possibilité d'avoir vu des sites, d'avoir rencontré des personnes. Et c'était pareil pour la chute de Yann. C'est une rencontre avec quelqu'un. Avec un soldat allemand qui m'a fait penser ça. J'avais une vingtaine d'années et je ne l'ai écrit que 20 ans plus tard parce que ça a dû mûrir, mais j'avais envie de retransmettre ce qu'il m'avait mis parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tu ne peux pas garder ça pour toi. Donc, il y a toujours une part de fiction et de réalité, mais pour moi, c'est plus le partage. C'est pour ça que très longtemps, mes romans sont restés dans les tiroirs et ils n'étaient pas virtuels puisqu'ils sont sur papier. C'est vraiment le tiroir de mon bureau. Parce que j'ai jamais écrit pour être publié. En fait, je n'écris pas pour être publié et je n'écris pas pour être ni célèbre ni reconnu. Ce que j'aime, c'est, comme disait Jean-Benjamin, c'est-à-dire rencontrer les gens qui me suivent, parler, exprimer des choses, etc. Après que j'ai 10 lecteurs ou 100 000, c'est pareil, même si tout le monde aimerait avoir 100 000 lecteurs, mais c'est pas mon moteur. C'est vraiment d'écrire et de partager. Très bien. Charlie, toi, qu'est-ce qui te fait écrire? J'ai envie de dire déjà, comme Lisa, c'est pas forcément d'avoir 10 000 lecteurs ou 100 000 qui me fait écrire parce que sinon j'aurais pas écrit très longtemps puisque avec le temps je n'ai toujours pas 100 000 lecteurs a priori, donc ou alors j'arrête demain.
Mais c'est pareil, en fait, ça rejoint ce qui a déjà été dit, c'est vraiment l'envie d'écrire. Comme je disais, moi, à partir du moment où je marche, où je voyage, il y a des scènes qui me viennent, il y a des choses que j'ai envie d'exprimer, et en fait, c'est ma façon de les exprimer comme d'autres le feraient autrement. Et sinon, d'un point de vue très pratico-pratique, qu'est-ce qui fait que je me mets à mon ordinateur pour écrire? C'est que j'ai du temps devant moi. Si j'ai pas au minimum 2 heures devant moi, je ne suis pas capable d'écrire juste un paragraphe rapidement ou autre. J'ai besoin de savoir que je suis hors du temps, en fait, pour revenir sur la thématique dans laquelle on se trouve. C'est ouais, j'ai besoin d'avoir du temps, d'avoir ce petit moment où il n'y a que ça, quoi. Très bien. Merci. Oui, vas-y Inès. Moi, c'est une activité vraiment d'introspection. Quand il m'arrive quelque chose de très fort, tout ça, je dois écrire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de déconstruire en fait des sentiments, tous les sentiments qui se bousculent, un peu les émotions, tout ça. Et aussi parce qu'il y a énormément de choses qui me tiennent à cœur. Par exemple, je trouve que dans notre société actuelle, on met beaucoup de côté le passé, tout ce qu'on appelle un peu l'ancien et le moderne. Là, on n'est que dans le moderne et moi, j'ai envie de réhabiliter un peu l'ancien, les époques passées. Je trouve que, par exemple, les jeunes, il y en a, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est le 11 novembre. Ça me choque énormément. Et j'essaye de rendre accessible un peu le passé aux jeunes comme moi, quoi. Très bien. Alors, on a dépassé le temps, on va peut-être commencer à penser à arrêter, mais je vous propose justement de refaire un tour de table et que vous puissiez dire où est-ce qu'on peut vous trouver si jamais les visiteurs souhaitent vous contacter après en privé pour discuter plus en détail de vos ouvrages. Je vous laisse vous exprimer, refaire une petite fin. François, vas-y, tu commences. Juste pardon, vas-y Grégoire. Oui. Pour indication, j'ai réenvoyé les liens à l'instant. Voilà, je les ai envoyés au début, je viens de les renvoyer à l'instant. Voilà, c'est bon, tu peux y aller. On a mis tous les liens. Donc pour moi, c'est sur le site www.jefk.fr ou sur le Facebook sur mon nom, François Cor, ou JeFK aussi. Vous pouvez dialoguer avec Messenger. Voilà. Bon, si vous tapez les miroirs de Compostelle, vous devriez trouver. Voilà, ça ressemble à ça, juste pour vous donner un petit aperçu. 1, 2, 3. Ah, non, c'est le site. Voilà, c'est là. Très bien. Jean-Benjamin, tu veux... Oui, écoutez, moi j'ai l'avantage de porter un nom qui est assez peu porté, mais seulement par ma famille. Je prends en France, Jouteur, Jouteur. Donc ceux qui veulent me trouver, ils tapent Jouteur, Jean-Benjamin Jouteur. Ils tomberont soit sur des jouteurs, c'est-à-dire les joutes, lyonnaises ou sétoises, soit sur moi ou sur mon frère. Donc ils trouveront assez rapidement mes différents sites, que ce soit en tant que thérapeute, en tant qu'auteur ou en tant que comédien. Très bien, merci. Charlie ? C'est pareil, en tout cas sur Facebook, c'est Charlie Clé auteur. Et puis voilà, après, il n'y a pas plus, pas besoin de plus, a priori, si tous les liens ont déjà été remis. Merci beaucoup d'ailleurs. Pas de quoi. Inès, tu veux poursuivre ? Oui, moi, ça sera sur inesella.com, mais même nom sur les réseaux sociaux. Du coup, vous avez tous les livres. J'ai écrit aussi des articles. Un peu sur l'actualité, sur l'écologie, sur la collapsologie aussi, si ça parle à certains. Et il y a aussi ma musique, si vous aimez le violoncelle, la chanson française, le rock indé, ça devrait vous plaire. Voilà. Très bien. Lisa, pour conclure. Alors, attends, il faut juste que tu remettes. Écoute, déjà, merci pour les liens. Moi, pareil, je pense que si vous tapez Lisa Giraud-Taylor, vous allez tomber forcément sur ou le Facebook auteur, soit la chaîne YouTube, soit le podcast. Enfin, vous allez tomber sur quelque chose qui va vous amener à moi.
Après, effectivement, moi, je papote beaucoup par Messenger ou par WhatsApp aussi. Il y a ou par les MP de Instagram où je suis assez souvent, même tous les jours. Donc, j'ai souvent des gens qui me contactent par le MP de Instagram et on papote comme ça. Donc, oui, il n'y a aucun problème. Et il faut signaler qu'on peut papoter aussi sur le salon virtuel que Céline anime. C'est très drôle, vous allez voir. Si vous voulez. Tu voulais rajouter quelque chose, Grégoire, peut-être? Oui, il y a une dernière question qui vient d'arriver, qui s'adresse encore une fois à tout le monde. Est-ce que vous avez des bêta-lecteurs? Et ben voilà, je crois que les signes de tête le confirment. Ah non, pas François. Alors du coup, moi je voulais conclure en disant que effectivement, vous retrouvez donc tous les livres des auteurs dans la librairie sur idl-lyon.fr, dans la librairie en ligne. Vous retrouvez aussi le quiz pour tenter de répondre aux questions et de gagner un de leurs ouvrages. Vous retrouvez aussi sur le même site, mais aussi sur YouTube, sur le compte Écriture Plurielle, des interviews qu'ils ont réalisées en amont de ce salon. Et voilà, je voulais remercier Grégoire qui a été actif au niveau de la boîte de dialogue et des questions. Je voulais remercier les auteurs qui ont répondu et qui se sont prêtés au jeu. Et également Céline et l'association Écriture Plurielle qui ont organisé ce salon et qui ont permis qu'on se rencontre et qu'on rencontre vos lecteurs. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Il y a d'autres directs qui ont lieu et vous pouvez effectivement suivre le lien donné par Écriture Plurielle dans la boîte de dialogue pour accéder à une autre salle si vous le souhaitez. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.